L'envoyé spécial de Donald Trump pour l'Ukraine et la Russie, le général Keith Kellogg, vient de terminer une visite de 3 jours à Kiev, qui a été visiblement bien plus constructive que les derniers échanges et les noms d'oiseaux entre Donald Trump, son équipe et Volodymyr Zelensky. Mais Keith Kellogg, il n'était pas venu pour décider, il était d'abord et avant tout venu pour consulter les Ukrainiens et pour leur transmettre des décisions que lui n'a pas prises, mais que l'administration Trump entend bien appliquer. Et parmi ces transmissions d'informations, on trouve un nouveau jet de l'accord sur l'exploitation des terres rares ukrainiennes. Bonjour à tous, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on explore cette question de l'exploitation des terres rares en Ukraine et ce que beaucoup considèrent comme du racket ou comme une exploitation coloniale de la part de Donald Trump, alors que si les choses étaient tournées différemment, elles seraient une opportunité économique historique pour l'Ukraine et pour ses partenaires. Quand il est parti de Kiev, Keith Kellogg a salué Volodymyr Zelensky comme le dirigeant courageux d'un pays en guerre, ce qui tranche nettement avec l'accusation d'être un dictateur formulé par Donald Trump. Et Volodymyr Zelensky, lui, de son côté, il a parlé d'une rencontre qui renouvelle l'espoir d'un partenariat fructueux et constructif entre l'Ukraine et les États-Unis. Tout ça, c'est bien joli et ça participe à ces montagnes russes, à ce yo-yo émotionnel. On s'insulte hier, on se rabiboche aujourd'hui et puis on se tape dessus demain. Mais surtout, ce qu'il faut voir ici, c'est que Keith Kellogg, il n'a pas de pouvoir au sein de l'administration Trump. Et ça, on l'a déjà compris il y a quelques semaines. Puisque l'envoyé spécial pour l'Ukraine et pour la Russie ne fait pas partie de l'équipe qui mène les négociations directement avec la Russie. Il faut dire que les Russes, ils ont toutes les raisons de demander à ce que Keith Kellogg ne fasse pas partie des pourparlers, étant donné que lui est un partisan de la paix par la force, c'est-à-dire l'établissement d'un rapport de force en amont de négociations. Et donc, du point de vue du Kremlin, pourquoi s'embarrasser avec un tel personnage alors qu'il y a tellement de gens bien intentionnés au sein de l'administration Trump qui sont prêts à donner beaucoup à la Russie sans demander quoi que ce soit en échange. Je caricature un peu bien sûr, mais c'est quand même ce qu'on a compris des dernières semaines. C'est Steve Witkoff qui a pris la place de Keith Kellogg. Steve Witkoff, c'est un milliardaire de l'immobilier, donc quelqu'un que Donald Trump comprend et respecte. Et à la base, lui, il a été nommé comme envoyé spécial de la Maison-Blanche pour le Moyen-Orient. Il a beaucoup travaillé à l'établissement du cessez-le-feu à Gaza. Et puis ensuite, on l'a retrouvé à Moscou, où il a obtenu la libération d'un citoyen américain qui était emprisonné en Russie. Et à partir de là, Steve Witkoff, il a été inclus dans l'équipe qui a rétabli des contacts entre Washington et Moscou. Et donc, Keith Kellogg, général à la retraite, politologue reconnu, lui, il fait la tournée des capitales européennes, dont Kiev, il rassure, il consulte, mais il ne décide rien, alors que Steve Witkoff, lui, il va directement à Moscou, qui est le vrai centre du pouvoir régional que Donald Trump respecte. Bon, le fait que Steve Witkoff soit aussi impliqué dans ce processus autour de l'Ukraine, ça peut vouloir dire quelque chose d'un peu plus large, notamment que la reprise des relations entre Washington et Moscou ne mènerait pas à un deal qui concernerait uniquement l'Ukraine, mais qui pourrait aussi inclure le Moyen-Orient. Après tout, les premiers pourparlers se sont tenus à Riyad, en Arabie Saoudite, et vu l'engagement de l'administration Trump en faveur d'Israël, on peut imaginer que les États-Unis ont envie d'agir contre l'Iran, qui est un allié de la Russie. Et donc de là à imaginer qu'on lâcherait l'Ukraine pour que la Russie lâche l'Iran, pour l'instant on en est réduit à l'état de spéculation, j'arrête là et je reviens sur cette question des ressources minérales d'Ukraine, puisque Keith Kellogg, il a probablement transmis à Volodymyr Zelensky la feuille de route qui a été discutée et négociée à Riyad entre Américains et Russes, c'est-à-dire cessez-le-feu, élections et processus politique vers un accord de paix, mais il a aussi transmis un deuxième brouillon d'accord sur l'exploitation des ressources minérales ukrainiennes par les Américains. Et apparemment, ce nouveau brouillon, eh bien, il est plus équilibré que le premier. Rappelez-vous, l'administration Trump réclamait 50% des revenus tirés de l'exploitation de ces ressources, et pas seulement minérales, puisqu'on parlait des terres rares, mais aussi du pétrole, du gaz, tout en prenant des parts dans des ports et dans des entreprises stratégiques. Ce premier brouillon, il n'était pas limité dans le temps, il visait à récupérer une somme de 500 milliards de dollars que Donald Trump estime que les États-Unis ont dépensé dans leur aide à l'Ukraine. Alors qu'en fait, on est beaucoup plus proche d'environ 100 milliards de dollars et qu'une grande partie de cette somme a été directement destinée au complexe militaro-industriel américain et non pas à l'Ukraine. Mais surtout, ce premier brouillon, il ne comportait aucune garantie de sécurité. Il ne visait qu'à se faire rembourser de l'aide qui avait déjà été déboursée. Et là, visiblement, le second jet, il est plus équilibré, c'est ce qu'on apprend aujourd'hui dans des médias ukrainiens, et on ne connaît pas les détails de ce second jet, on ne sait pas si Kiev est en mesure de l'accepter, mais ce qu'il faut voir, c'est que
L'esprit originel de cette proposition ukrainienne d'inviter les Américains pour explorer et exploiter les ressources minérales du pays, c'était évidemment lié à des questions de sécurité, mais c'était aussi pour offrir à l'Ukraine une opportunité économique inespérée. On ne connaît pas l'étendue des ressources du sous-sol ukrainien, et à part des estimations de l'époque soviétique qui allaient jusqu'à parler de 12 trillions de dollars de ressources, il n'y a pas eu d'exploration qui a été menée depuis 1991. Donc c'est peut-être plus, c'est sans doute moins que 12 trillions de dollars. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de quoi faire. Du lithium, de l'uranium, du titane, du manganèse, du graphite et encore d'autres terres rares. En 34 ans d'indépendance, l'Ukraine n'a entamé ni l'exploration ni l'exploitation de ces ressources du sous-sol. Si vous connaissez l'Ukraine, vous devez connaître cette blague sur le potentiel de l'Ukraine. On n'arrête pas de dire que c'est un pays avec un vaste potentiel, et c'est vrai, mais ça fait 34 ans que ce potentiel, eh bien, il n'est pas exploité pleinement. Et ça concerne beaucoup de secteurs, mais là, en l'occurrence, celui des ressources minérales. En cause, évidemment, le système oligarchique. Les grandes fortunes ukrainiennes ont préféré des rendements faciles avec le charbon, le gaz, la métallurgie, l'agriculture. Mais la non-exploration et exploitation des ressources minérales, elle est aussi due à la corruption, elle est due à un manque de moyens, elle est due au manque de vision stratégique des élites politiques, puisque pour explorer et exploiter des ressources minérales, il faut du temps, de la stabilité et des investissements conséquents qui ne peuvent être rentables qu'après un certain nombre d'années. Et ce qui fait que, et ça on le savait avant 2022 et même avant 2014, les Ukrainiens ont besoin de capitaux internationaux pour les aider à mettre en marche et à canaliser ce processus long et coûteux. Et donc, quand Volodymyr Zelensky il a formulé cette proposition à l'automne dernier, il pensait évidemment aux garanties de sécurité et aux approvisionnements militaires, mais sans doute aussi aux perspectives économiques de son pays après la guerre. Et là-dessus, il faut aussi voir que les Ukrainiens se sont mis à jouer assez habilement de leurs ressources pour présenter l'Ukraine non pas seulement comme un problème, mais comme une opportunité. Et par exemple, on a vu le ministre des Affaires étrangères parler des espaces de stockage souterrain de gaz qui pourraient accueillir du gaz naturel liquéfié, du GNL américain, avant d'être revendu sur les marchés européens. Et à la conférence de Munich, on aurait un membre de la délégation ukrainienne qui se serait confié au Washington Post en disant que l'Ukraine a un excédent dans la production d'œufs et qu'il serait prêt à envoyer ses œufs aux États-Unis pour lutter contre l'inflation. Évidemment, c'est à moitié une plaisanterie et de toutes les manières, les États-Unis ne semblent pas du tout intéressés par les œufs ukrainiens. Ils sont beaucoup plus intéressés par les terres rares puisque ça s'inscrit dans une concurrence, dans une lutte à l'échelle mondiale pour le contrôle de ces ressources stratégiques. Mais ça montre bien que l'Ukraine est ouverte à la discussion quant à l'exploitation de ces ressources. Donc ce qui a brusqué les dirigeants ukrainiens lors de la présentation du premier brouillon de cet accord, c'est plutôt la méthode et l'ambiance générale. Cette approche coloniale ou post-coloniale, ces demandes maximalistes, cette absence de garantie de sécurité, et plus généralement ce changement de discours sur l'Ukraine qui aurait pu arrêter la guerre, qui aurait dû ne pas la commencer et qui devrait quelque chose aux Américains. Et là, on a un deuxième brouillon, visiblement il est plus équilibré, mais ça ne veut pas du tout dire qu'il va être adopté et appliqué, puisque la méthode, visiblement, elle n'a pas changé. On a le conseiller à la sécurité de Donald Trump, Michael Waltz, qui vient tout juste d'intimer l'ordre à Kiev de baisser d'un ton, de respirer un bon coup et de signer cet accord. On a Donald Trump qui vient d'insinuer que la présence de Volodymyr Zelensky n'était pas nécessaire pour négocier un accord de paix. Et on sent qu'il y a un ressentiment très profond entre les deux hommes. Et surtout, pour l'instant, il n'y a aucune annonce concernant les garanties de sécurité. On a plutôt Mike Johnson, le président de la Chambre des représentants, qui vient tout juste d'expliquer qu'il n'y avait aucun appétit au Congrès pour adopter un nouveau paquet d'aide militaire en faveur de l'Ukraine. Je précise que rien n'a été adopté depuis un mois que l'administration Trump a pris ses fonctions, et donc à un moment donné, il va y avoir des trous dans l'approvisionnement militaire à l'Ukraine. Et puis en règle générale, jusqu'où est-ce que les États-Unis sont prêts à aller pour sécuriser ces ressources minérales, sachant qu'une partie d'entre elles se trouve désormais en territoire occupé? Est-ce que l'administration Trump est prête à soutenir un effort offensif pour reprendre ces régions? Est-ce qu'elle est prête à garantir une protection étendue à tout le pays ou seulement à certains secteurs, voire seulement concentrée autour de certains sites de production, sans se soucier de ce qui se passerait autour, comme on l'a vu en Irak ou en Syrie? Ou alors tout simplement, est-ce que l'administration Trump ne pense à aucun
de ces scénarios et qu'elle veut juste faire son deal avec la Russie, laisser les Ukrainiens se débrouiller tout seuls et tenter de récupérer quelques billes avant que le pays, pense-t-il, s'effondre. Après les 10 derniers jours qu'on a vécu, on a tous une tendance assez instinctive à penser que ça serait la dernière hypothèse qui serait la bonne. Mais malgré tout, il faut garder la tête froide. On est dans une négociation, on est dans une renégociation d'une relation transatlantique et dans une renégociation d'un rapport de force inédit entre l'Ukraine et les États-Unis depuis 1991 et entre l'Europe et les États-Unis depuis 1945. Et donc il y a de nouveaux rapports de force qui s'imposent et des nouvelles réalités qui n'impliquent absolument pas que ou l'Ukraine ou l'Europe vont s'effondrer du jour au lendemain et tout céder aux Américains, aux Russes ou aux Chinois. Et d'ailleurs je termine avec l'Europe encore une fois puisque j'ai dit que l'exploration et l'exploitation de ces ressources minérales ukrainiennes c'était une opportunité économique historique pour le pays et pour ses partenaires. Alors pourquoi est-ce que les Européens ne viendraient-ils pas avec leurs propres propositions d'investissement et de garantie de sécurité pour contrebalancer ce dialogue Washington-Kiev? Ce n'est évidemment qu'une question ouverte, je ne vais pas y répondre ce soir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve très vite.